Quand on parle de l'islam aujourd'hui, il y a une précaution oratoire qu'on est un peu forcé de prendre. Il ne faut pas confondre islam et islamisme. L'islam, contrairement à toutes les autres religions, serait donc divisé en deux parties. Une partie modérée qui serait s'adapter à la modernité et au monde occidental en faisant pas mal de concessions sur le dogme religieux. Donc un islam en partie débarrassé de l'islam. Et une autre partie extrémiste, fondamentaliste, qui au contraire ne ferait aucune concession et suivrait rigoureusement les préceptes de l'islam. En gros, l'islam c'est bien et l'islamisme c'est pas bien. Pourtant, dans les faits, la frontière entre islam modéré et islam extrémiste est de plus en plus floue, au point que même Macron s'inquiète du séparatisme islamiste. Maintenant, doucement. D'ailleurs, vous aurez remarqué que ces dernières années, par exemple, aucun des attentats commis en France au nom de l'islam n'a été commis par des organisations terroristes, mais bien par des musulmans radicalisés. Gilles Kepel parle, pour désigner ce flou, de djihadisme d'atmosphère. C'est-à-dire que les musulmans de France et de toute l'Europe subiraient chaque jour une propagande diffuse. Et à l'origine de cette propagande se trouvent les frères musulmans, considérés par de nombreux pays comme une organisation terroriste et qui pourtant s'est infiltrée littéralement partout, et notamment dans de nombreux organismes européens. Et s'ils prônent une lutte non violente, dans les faits, ils sont à l'origine de la radicalisation de nombreuses personnes. Les frères musulmans, c'est un projet intellectuel, politique et religieux qui vise à l'instauration d'une société islamique mondiale. Allahu khayatuna, wal rasoul zaimuna, wal Qur'an dusturuna, wal jihad sabiluna, wal maut fi sabilillahi asma amanina. Et la radicalisation islamique, ce n'est pas un phénomène de niche. Entre 1979 et 2021, au moins 48 035 attentats islamiques ont été commis et ont tué plus de 210 000 personnes. Et encore, c'est la fourchette basse. Selon une étude IFOP, 57% des jeunes musulmans de moins de 25 ans pensent que la charia est plus importante que les lois de la République. Et tout le problème est là. Une majorité des modérés partagent le projet des extrémistes. Et c'est exactement ça que visent les frères musulmans. Une accoutumance progressive à la charia. Et ce problème de l'islamisme en France, mais aussi dans toute l'Europe, ne cesse de s'aggraver. Pourtant, peu de chercheurs osent s'attaquer au problème. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que cette autocritique de l'Occident a fini par prendre des proportions folles et elle est devenue, selon Gilles Kepel, une boucle infinie de culpabilité. Notre passé historique qui est misogyne, qui est raciste, qui est colonisateur, tout ça, aujourd'hui juste faut accepter de dire les blancs on a fait de la merde vis-à-vis des autres pendant des décennies, des siècles. Ta gueule les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Le terrain le plus favorable pour les frères musulmans, c'est des pays culpabilisés, qui ont honte d'eux, qui veulent se faire pardonner systématiquement. Ils passent leur temps à vouloir se faire pardonner le passé, alors que les autres pays qui ont été prédateurs sont très fiers de leur prédation passée. Connaissez-vous un seul chef d'État islamique qui ait demandé pardon pour avoir conquis la Sicile, l'Espagne, le Portugal, les Balkans, une partie de l'Afrique noire, l'Asie, une partie de l'Asie? Jamais. Et c'est justement de cette culpabilité que se nourrissent les idéologies victimaires qui mettent l'Occident à genoux. Et ce, avec la complicité des intellectuels de gauche qui croient voir un allié dans leur lutte anticapitaliste. Et oser aller à l'encontre de la doxa, c'est souvent très compliqué. Il y a aussi l'autocensure. Critiquer l'islam, c'est prendre le risque d'être qualifié d'islamophobe. Et être qualifié d'islamophobe, c'est prendre le risque de se faire... Et pourtant, récemment, quelqu'un a pris ce risque. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre vraiment exceptionnel. C'était Le frérisme et ses réseaux de Florence Bergeau-Blaclair. Ce livre, c'est le fruit de plusieurs années d'observation et d'études du monde islamique. Mais c'est surtout le fruit d'une enquête dans les mosquées, auprès de familles, d'entrepreneurs, d'associations et d'institutions gouvernementales en France et en Belgique, principalement, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Bergeau-Blaclair, c'est une chercheuse au CNRS et le livre qu'elle a sorti est une bombe à retardement. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur les frères musulmans, leur histoire, leur idéologie, leur plan d'action et comment ils ont infiltré les plus grandes institutions européennes. Mais pour commencer, revenons un peu en arrière.
En 1924, le califat ottoman est aboli à cause de la domination coloniale. Et ça, ce sera vécu comme une véritable humiliation pour le monde musulman. La crainte, c'est que leur identité soit dissoute dans la modernité occidentale. L'idée à partir de maintenant, ça va être donc de restaurer le califat. Donc, au cas où un califat, c'est un territoire gouverné par un souverain musulman. Bref, la restauration d'un califat devient une véritable obsession pour les pays arabes du Maghreb et du Moyen-Orient, mais aussi du reste du monde. Les musulmans vont se solidariser autour de la communauté symbolique, la Oumma. Et ça, c'est vraiment un truc absolument essentiel à savoir. La Oumma, c'est la communauté des musulmans du monde. C'est-à-dire une identité qui dépasse les frontières. Avant de se voir comme un Marocain, un Algérien ou un Syrien, le membre de la Oumma se voit avant tout comme un musulman. Bref, va alors naître le mouvement des réformistes, porté par des élites musulmanes qui sont conscientes que la colonisation occidentale a été rendue possible à cause du retard des pays musulmans. Et ce que ces réformistes vont proposer, c'est de s'inspirer de l'Occident, mais sans devenir l'Occident pour autant. En clair, ce qu'ils veulent, c'est à la fois s'inspirer du modèle européen, en ce qui concerne l'ouverture aux sciences, à la technologie et à la modernité, mais en refusant d'abandonner la religion. Les réformistes essayent donc de faire la synthèse de la philosophie arabe islamique et de la pensée européenne des Lumières. Mais un autre courant va s'opposer aux réformistes, les revivalistes. Pour eux, le plus important, c'est de faire revivre le califat et de se débarrasser de toute influence non islamique. On pourrait se dire que les premiers sont modernistes et les seconds fondamentalistes. Mais en vérité, les deux sont fondamentalistes. Leur but, c'est de purger les terres et les esprits musulmans de toute trace culturelle laissée par l'Occident pour mieux emprunter ce qu'il a produit d'intéressant, comme la technologie, et laisser ce qui interdit l'islam, comme le sécularisme. Et ça, c'est essentiel. L'idée, c'est vraiment de prendre ce qui peut servir et de rejeter tout le reste. Et c'est en se basant sur ces idées que va naître la confrérie des frères musulmans en 1928 en Égypte, qui est alors encore sous domination britannique. Le but de cette organisation, ça va être de réunir les musulmans à travers le concept de la Oumma, la communauté musulmane internationale. Et en un sens, la naissance de la confrérie des frères musulmans pourrait être considérée comme le premier mouvement décolonial, parce que leur but, c'est bien de libérer la patrie islamique de toute autorité étrangère, pour pouvoir ériger un État islamique. Et son leader, c'est lui. Retenez bien son nom, Hassan el-Banna, un leader charismatique autour duquel la communauté va se souder. Et il est très influencé par ce courant revivialiste. Et c'est donc lui qui va créer le système d'action du frérisme, et ce, dans un seul but, l'instauration d'une société islamique. Hassan el-Banna, quand il a créé la mouvance, il a défini la confrérie comme un appel salafiste. Un hadith dit: il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a Dieu que Dieu, qu'ils fassent la prière, etc., etc. Là, on a vraiment une légitimation de l'usage de la violence, pas pour se défendre, non, mais pour imposer une foi. Il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils deviennent musulmans. Alors l'histoire, c'est bien beau, mais concrètement, le frérisme, c'est quoi? Eh bien, c'est l'instauration d'un islam authentique, intégral. L'islam est une organisation complète qui englobe tous les aspects de la vie. C'est à la fois un État et une patrie, ou encore une nation et un gouvernement. C'est également une culture et un ensemble de lois, ou encore une science et une magistrature. En clair, tout est bon dans le cochon, enfin, dans l'islam. Et il n'y a rien de bon en dehors de l'islam. Et ça, c'est une conception suprémaciste. Mais surtout, c'est totalement incompatible avec l'idée de laïcité. On le comprend bien, parce que le Coran et la Sunna représentent des lois divines indépassables. Pas être musulman et laïque, c'est se mentir à soi-même et mentir à Dieu. Et mentir aux autres musulmans. C'est musulman laïque, ça veut dire quoi? Je prends ce que je veux et je garde et je rejette ce que je veux pas. C'est pas logique, quoi. C'est la démocratie. La démocratie, c'est encore pire. Et ce suprémacisme, il est exigeant. Il ne faut reculer devant rien pour plaire à Allah, y compris à avoir recours à la violence. Ainsi, dès le plus jeune âge, les fréristes apprennent aux jeunes musulmans que c'est la vie après la mort qui compte, et que leur mission est de répandre l'islam. La religion est exploitée
pour expliquer que le mal ne peut venir que de l'extérieur et se soustraire ainsi à toute responsabilité. Ainsi, le concept même de critique ou d'autocritique sont totalement bannis. Pour le frériste, il y a le musulman et le non-musulman. Et ce dernier doit être soit convaincu, soit combattu. L'objectif de Hassan Labanan, avec la confrérie des frères musulmans, c'est de restaurer l'ordre coranique qui fonde l'État islamique dans les pays musulmans. Et la première étape consiste à libérer la patrie islamique de toute autorité étrangère. Et la deuxième, à diffuser l'islam dans toute l'humanité. Mais alors, comment le frérisme agit-il, me demanderez-vous? Eh bien, ça tombe bien, parce que c'est justement ça qu'on va voir maintenant. Après les attentats du 11 septembre, les Suisses ont découvert un document secret daté du 1er décembre 1982, vers une stratégie mondiale pour la politique islamique. Mais les enquêteurs ne sont pas certains de la provenance du document. Ce que ce document mentionne, c'est que le sentiment victimaire et la rancœur, notamment vis-à-vis des Juifs, doivent être maintenus. Mais aussi que les différences entre musulmans doivent être proscrites et que le conflit frontal avec l'adversaire doit être évité. Et ce n'est pas par pacifisme, c'est simplement qu'une confrontation brutale pourrait leur être fatale. Enfin, il est mentionné l'idée de construire une force de sécurité autonome. Et un autre plan a été découvert en décembre 2009 au cours d'une enquête de police en Allemagne qui met l'accent sur la coopération avec les institutions politiques pour gagner en influence dans la vie publique. Parmi les objectifs fixés, le retrait des troupes occidentales des pays musulmans et l'établissement d'un ordre social fondé sur la charia. L'idée, c'est donc de recruter des recruteurs. Les frères endoctrinent et convertissent des individus qui deviendront eux-mêmes des frères et qui convertiront à leur tour leur milieu. Et jamais, pendant le recrutement, la haine n'est mise en avant. La haine, elle est chez l'autre, chez le mécréant, dans son cœur impur. Les frères, eux, ne parlent que de l'amour de Dieu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas vous qui choisissez d'entrer dans les frères musulmans pour devenir recruteurs. Ce sont eux qui vous choisissent. Et oui, il y a bien quelque chose de sectaire là-dedans. Mais, contrairement à une secte, l'idée n'est pas de retirer l'individu de son environnement, mais plutôt de faire en sorte que ce soit l'individu qui modifie son environnement. Et quand une cible est identifiée, tous les moyens sont bons. Cadeaux, visites au domicile, appels téléphoniques réguliers, etc. Le processus d'endoctrinement est ensuite assez précis. La première étape consiste à réfuter les stéréotypes négatifs sur les frères, en s'appuyant notamment sur des ouvrages religieux. La deuxième étape consiste à mettre l'accent sur la foi. L'idée, c'est de guider la cible dans l'accomplissement des devoirs religieux comme la prière, la récitation du Coran, etc. La troisième étape consiste à faire en sorte que la pratique de la cible devienne quotidienne. Quatrième étape, exalter le plan pan-islamique, donc l'appartenance à la Oumma. Et pour ça, il faut sensibiliser la cible à ce qui se passe en Palestine, en Tchétchénie ou en Chine, par exemple. L'idée, c'est d'obtenir un engagement concret de cette cible. Ça peut être sous forme de dons ou de prêches, sur Internet notamment. Vient alors la cinquième étape, la recrue doit participer à des manifestations de la confrérie. Et puis, vient la dernière étape, le serment d'allégeance. La cible devient alors un membre à part entière de la confrérie des frères musulmans. Et puis progressivement, elle peut aussi monter en grade. Les frères musulmans, c'est une organisation très hiérarchisée, où les jeunes convertis gagnent du galon très rapidement. C'est une structure pyramidale. Tout en haut, le chef de la confrérie, et tout en bas, la famille. La stratégie des frères musulmans consiste à avoir des influenceurs dans absolument tous les milieux. Ils s'infiltrent partout, dans tous les pays, et notamment dans les pays d'Europe, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Si en Égypte et dans d'autres pays, les frères musulmans sont reconnus et autorisés, en Europe, ils rencontrent certains problèmes parce qu'ils sont, et à juste titre, plutôt très mal vus. Et ce qui fait leur force et leur permet de se développer en Europe, c'est leur stratégie d'entrisme et leur capacité à générer de la confiance et de la solidarité. Et si le frérisme s'est à ce point développé en Occident, c'est principalement à cause des migrants qui se sont installés suite à la colonisation européenne. L'objectif des frères en Europe, il est très simple, sensibiliser à leur cause, et ce, dès le plus jeune âge. Pour y parvenir, ils organisent notamment des activités pour les enfants. Voici ce que nous dit Bergeau-Blaclair à ce sujet. Le processus d'imprégnation est si lent que l'individu cible ne peut pas être conscient de sa transformation, ni de son allégeance de fait. En fait, on peut ne même pas être membre de la confrérie, mais agir pour eux sans le savoir. Et ça, c'est vraiment central. C'est justement ça qui contribue énormément à rendre floue cette frontière entre islam modéré et islam radical.
Dans les années 70, pour les frères musulmans des campus européens et américains, la question se pose de savoir s'ils doivent rentrer au pays ou bien imposer l'islam là où ils viennent. Après tout, le prophète avait conseillé aux musulmans de ne pas vivre parmi les mécréants. Mais il avait aussi demandé à ce que l'islam se propage. Alors concrètement, un gros changement va s'opérer ici. Dans les années 50, on était dans une stratégie qui visait à reconquérir les pays d'origine des musulmans. Dans les années 70, on passe à une stratégie d'internationalisation de l'islam. Abdul Alam Maudi, un idéologue revivialiste, prévoit que les musulmans en minorité dans les pays occidentaux subiront discrimination et intolérance et qu'ils n'auront finalement pas d'autre choix que de retourner au pays. Pour les autres, il faut installer l'islam là où il est absent. Et en vérité, ce qui va jouer aussi dans la décision des frères musulmans, c'est qu'ils se sont habitués à la vie en Europe et que certains d'entre eux risquent d'être jetés en prison s'ils revenaient dans leur pays d'origine. Parce qu'on n'oublie pas que les frères musulmans sont considérés comme une organisation terroriste. Donc un grand débat parmi les intellectuels musulmans va opposer d'un côté les partisans du retour et de l'autre les partisans de l'installation dans les pays étrangers. Bon, pas de bol, vous savez qui a gagné. Et c'est à ce moment-là que va émerger la figure de Saïd Qutb, véritable théoricien du djihad. Et pour lui, le djihad, ce n'est pas simplement une lutte spirituelle, une métaphore, c'est plutôt une lutte, une vraie lutte quoi, armée. Et le but du djihad, c'est d'écraser le jahiliya, donc l'âge de l'ignorance si vous préférez. Et selon lui, soit l'islam, soit la jahiliya. Il n'y a pas d'état mi-islamique et mi-jahiliya que l'islam puisse accepter. Alors sans vouloir vous noyer sous les noms, il faut aussi mentionner le rôle de Ali Kettani, qui va très largement inciter les pays musulmans les plus riches à financer, et ce, sans contrepartie, le développement de l'islam dans les pays européens. Pour ça, il va formaliser le concept de minorité islamique. L'idée, c'est en gros de faire pleurer dans les chaumières. Vous ne pouvez pas lui dire ça aujourd'hui, que vous le disiez une autre fois, c'est possible. Maintenant, vous voyez qu'il est dans un état qui est difficile. Voilà. La minorité musulmane se définirait par rapport au traitement qu'elle subirait à cause de ses croyances. Cette idée de minorité va aussi grandement renforcer le sentiment d'appartenance et de solidarité de cette communauté. Bref, ce qu'il comprend très rapidement, c'est que jouer à fond la carte de la victimisation, ça paye. Ouh, c'est un bingo! Pour vous donner un ordre d'idée, la Ligue islamique mondiale est sollicitée pour financer les activités locales des minorités islamiques partout dans le monde. En 2005, on estimait, et accrochez-vous, que l'équivalent de 90 milliards de dollars avait été versé pour soutenir l'islam. Combien? Et en Europe, ces manœuvres de l'islam politique sont accueillies à bras ouverts au nom de l'intégration et de sa sainteté, le vivre ensemble. Ainsi, dans toute l'Europe, les centres islamiques des frères vont être financés par le wahhabisme saoudien. Mais le problème, c'est qu'on a peu d'infos sur le déploiement de la confrérie en Europe. Le seul à avoir véritablement osé se pencher sur la question, c'est Gilles Kepel. Mais d'une manière générale, il est très difficile d'obtenir des informations sur la confrérie pour la simple et bonne raison qu'enquêter sur un groupe musulman, ça entraîne systématiquement beaucoup de suspicions à gauche. Et comme elle est très majoritaire dans les universités, elle procède à une certaine forme de censure. C'est aussi ça, l'islamo-gauchisme. Ce que Florence Bergeau-Blaclair remarque, c'est aussi que pas mal de sociologues qui étudient la question semblent minimiser énormément la stratégie d'entrisme des frères musulmans. C'est le cas par exemple de Brigitte Maréchal, qui semble trouver aux frères musulmans toutes les excuses du monde et imagine même que leur ambition de constituer un État islamique n'est qu'un lointain souvenir. Pour Bergeau-Blaclair, il s'agit ici d'une erreur d'appréciation due à une incompréhension du mode d'action des frères musulmans. Et surtout, elle oublie qu'il n'est pas nécessaire d'être membre pour agir au compte des frères musulmans. La plupart des sociologues restent aveugles à la spécificité des frères, qui sont autre chose qu'un mouvement simplement politique. Donc, en clair, il y a certes des collabos chez les sociologues, mais il y a aussi des incompétents, comme notre amie Brigitte Maréchal. Des incompétents qui font des erreurs monstrueuses d'appréciation qui ont des conséquences parfois énormes, parce que les décisions politiques qui se prennent sont souvent prises à la lumière des recherches sociologiques. En 2003 notamment, Nicolas Sarkozy a fait rentrer des frères au Conseil français du culte musulman. Les frères musulmans ont ouvert des associations et des centres islamiques dans toute la France. La plus importante, c'est l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, une association musulmane formée en 1983 et qui a créé un immense réseau de plus de 250 associations pour quadriller l'ensemble de la société islamique française, avec par exemple les Jeunes musulmans de France,
les étudiants musulmans de France, la Ligue française de la femme musulmane, le Secours islamique et beaucoup d'autres. Mais son accomplissement le plus important, c'est sans aucun doute le congrès annuel au Bourget, qui est la principale manifestation islamique de France, mais aussi de Belgique et de Suisse. Sauf qu'au fil du temps, l'espace conférence notamment, a été totalement dévoré par les frères musulmans, qui font beaucoup de prosélytisme et qui peuvent s'exprimer sans aucun filtre. Globalement, l'Europe des frères musulmans se construit entre les pôles français, suisse, allemand, britannique, qui se réunissent tous les 2 ans, et selon un fonctionnement assez similaire au groupe mafieux, où le secret confraternel enveloppe aussi bien la vie politique et publique que la vie familiale et privée. Alors, je pense qu'avec tout ça, vous en savez un peu plus qu'avant sur les frères musulmans. Mais avant de vous laisser, j'aimerais vous parler d'un dernier personnage, un certain Youssouf Al-Qaradawi, qui, vous allez le voir, est un sacré loustic. Quand Florence Bergeau-Blaclair a commencé son enquête dans les années 90, elle remarque, chez les familles qu'elle interroge, la présence de 3 livres. Le Coran, La Voix du musulman et Le licite et l'illicite en islam de Youssouf Al-Qaradawi. Et si je voulais absolument vous parler de ce mec-là, c'est parce que c'est lui le véritable théoricien du frérisme. Et bien sûr, il se présente comme un modéré et il est à l'origine de la doctrine dite du juste milieu. Un nom plutôt bien choisi d'ailleurs. C'est mieux que la doctrine de l'islam radical ou comment éradiquer les koufars. La doctrine du juste milieu, ça inspire confiance. Mais en vérité, le but de sa doctrine, c'est de définir un système d'action. L'idée de ce juste milieu, c'est que ce centre finirait par englober et phagocyter tout ce qu'il y a autour. Al-Qaradawi est né dans un petit village du delta du Nil en 1926. Il est élevé par son oncle et apprend à mémoriser le Coran à l'âge de 9 ans. Très vite, il rejoint la confrérie des frères musulmans et il se fera emprisonner plusieurs fois à cause de ça. Plus tard, il obtient son doctorat en soutenant une thèse qui lui donnera une légitimité dans le développement de la finance islamique. Il devient alors le principal actionnaire de la Banque des Frères. Et comme c'est un gars très charismatique, la chaîne qatari Al Jazeera le rendra célèbre sur tous les continents. Al-Qaradawi se fera connaître du grand public pour ses propos très violents à l'égard des homosexuels et des juifs. ذكرنا قصة قوم لوط. نعم. ذكرنا قصة قوم لوط وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى، ولكن في عصرنا هذا ما عقوبة من يمارس هذه الفاحشة؟ عقوبة كل من ينحرف جنسيا. يعني حالق زي ربنا ما عمل في قوم لوط وبعضهم قال نحرقهم وبعضهم يعني خلافات. المهم تجريم هذا العمل. لابد أن نجرم هذا. يبذلون من أموالهم على شح اليهود. القرآن يقول أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أبخل الناس وأحرصهم على الحياة ولكن مع هذا بيبذلوا يعني أرواحهم ويبذلوا أموال. En 2002, il quitte la confrérie parce qu'il considère qu'il appartient à tous les musulmans. Et c'est là, véritablement à ce moment-là, que naît le frérisme. Il veut tout islamiser. Ce qu'il cherche, c'est à dépasser les limites trop étroites de la confrérie. Il veut rassembler des plus radicaux aux plus modérés. Et sa réputation sulfureuse, qu'il doit à ses propos misogynes, antisémites et homophobes, ne vont pas lui porter préjudice, mais au contraire, le protéger. Parce que pendant que tout le monde s'indigne de ses propos, lui, il continue son œuvre et vend des centaines de milliers d'exemplaires de ses livres que personne n'a pris au sérieux. Pour lui, toutes les forces de la Oumma doivent se réunir pour lutter contre les sionistes, les croisés, les idolâtres et les communistes. Même si en réalité, il ne rejette pas vraiment le communisme. Ce qu'il rejette, c'est l'athéisme qui est rattaché au communisme. Parce que pour lui, l'islam est en soi un communisme guidé par Dieu. Et encore une fois, on comprend bien pourquoi ça parle à nos amis gauchistes, tout ça. La doctrine de Al-Qaradawi peut se résumer en quelques mots. Ruse et compromis. Al-Qaradawi, c'est un maître de la dissimulation. Il détourne l'attention de l'ennemi et simule des sentiments factices pour affaiblir avant de l'attaquer. Au début des années 80, il rédige un document où il va élaborer les priorités pour les 30 années qui suivront, c'est-à-dire jusqu'à 2020. À partir de 1983, la coopération islamique sollicite son UNESCO à elle, qui s'appelle ISESCO, dont le siège est à Rabat, au Maroc, pour élaborer une stratégie de confortation des communautés musulmanes installées en Occident, mais qui en fait, à la lecture du texte,
est un document de conquête. Ce document s'appelle « Stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique ». C'est un document officiel. C'est pour les musulmans installés en Occident. Voilà, en Occident, d'accord. Voilà. Donc, les États musulmans du monde, les 57 États musulmans, adoptent un document qui est un document visant, dans un premier temps, à conforter les communautés islamiques occidentales et, dans un deuxième temps, instaurer un communautarisme de manière définitive en Europe, puisque l'Occident, c'est en fait plutôt l'Europe. Et troisièmement, une logique de séparation et de domination par la charia. Dans ce document qui s'appelle donc qui est une stratégie, un plan d'action très concret, il y a deux expressions qui m'ont frappé. La première, c'est la volonté d'installer, je cite, une civilisation de substitution. Fermez les guillemets. Attendez, c'est écrit comme ça. C'est écrit tel quel dans le document stratégique. Civilisation de substitution. Dans ce document, donc, vise à substituer l'islam à la civilisation occidentale et à notre mode de vie occidental. Et puis, comme j'ai apporté le document avec moi, je ne veux pas faire d'erreur, je lis à la page 105 de ce document, il s'agit, je cite, de préparer les outils qui servent à construire une société islamique pure et saine, en harmonie avec sa nature et conformément à l'instinct naturel humain d'une part, aux bases de la démocratie européenne d'autre part. Donc l'intention est très claire, ça n'est pas simplement de nourrir les communautés musulmanes et de les inviter à continuer de se nourrir de leur foi et de leur culture, ce qui serait parfaitement légitime, ça vise à instaurer en Occident une société islamique. Et la première prérogative, c'est que tous les mouvements islamiques du monde doivent se joindre en un mouvement islamique unique, un mouvement qui dépasse la confrérie. Son but, c'est de faire accepter au monde l'idée d'une identité et même d'une culture islamique globale. Et ça, il y est parfaitement parvenu. Et il va jouer sur tous les tableaux. Tout doit être infiltré. Dès les années 80, il anticipe le besoin de mettre en place un vote musulman pour peser sur les orientations politiques. Là aussi, il a parfaitement vu juste. Si Mélenchon et la France insoumise n'a recueilli que 20% des votes de la population, il a recueilli 70% des votes des musulmans. Mehdi, est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Oh non, pas du tout, parce qu'on va s'occuper d'elle comme on s'est occupé de son père. Son père a oublié que il a fait la même erreur que son père, c'est qu'elle oublie. Bon, son père, il y avait quoi ? Il y avait 6 millions de musulmans. Quand il s'en est pris à eux, ils l'ont dégagé. Là, il y a 10 millions de musulmans. Moi, je dis on, mais je suis athée, mais ma famille musulmane, je les soutiens, donc je vais dire on va la dégager. Parce qu'aujourd'hui, Morad, tu vois, il y a 10 millions de musulmans, faut compter à peu près 7 pour une carte d'identité. Moi, je milite dans les cités. Ma famille, ils vont voter Mélenchon et ils vont voter pour un homme qui a toujours défendu les musulmans. Al-Qaradawi va aussi appeler à contribuer au développement de la communauté en mettant en place des institutions économiques islamiques. Le résultat concret de ça, c'est le marché halal global. Il va aussi encourager les fréristes à infiltrer les associations telles que le planning familial par exemple. Là-bas, ils ont fait reculer l'avortement, mais aussi la lutte contre l'excision et les campagnes anti-voile. Il invite aussi à diffuser les idées islamiques sur tous les médias possibles. Et avec Internet, il y a eu une explosion de cette pratique. Mais aussi et surtout, il va exiger la correction de la perception de l'islam. Ainsi, aujourd'hui, les sciences sociales n'étudient plus l'islam, mais l'islamophobie. Une théorie hasardeuse qui n'est jamais démontrée et ne cesse donc d'être étudiée. Et ça va être le gros truc. Il va insister comme jamais sur la notion d'islamophobie. Il va dire notamment que seul un très petit groupe de musulmans commettent des actes de violence et que ce sont les médias occidentaux qui donnent cette impression qu'il y en a beaucoup. Et ça, c'est l'argument qui revient le plus souvent. Mais si ce n'était que ça, non. Il va aussi et surtout excuser ces violences et les passages à l'acte d'extrémistes qui ne seraient que le résultat des injustices et de l'islamophobie. Et ce concept d'islamophobie, c'est véritablement le cheval de Troie de l'islamisme. Mais cette vidéo est déjà bien assez longue comme ça, alors je vous en parlerai une prochaine fois.